Mes chers collègues, nous débutons une séquence d'auditions qui est chargée, notamment ce matin, avec 4 auditions successivement. C'est pour ça que nous essaierons de bien rythmer nos échanges, nos débats. Et nous accueillons M. Joël Demier, qui est président de l'association SOS Homophobie, et Mme Delphine Plantive. Nous vous remercions d'avoir accepté de vous exprimer, d'exprimer devant nous. SOS Homophobie est une association de lutte contre les discriminations et les agressions à caractère homophobe et transphobe qui a été créée en 1994. Cette association vise notamment à une meilleure acceptation de la diversité des orientations sexuelles et à une égalité des droits des personnes LGBT. Le périmètre de réflexion de notre mission d'information sur la révision de la loi de bioéthique inclut notamment la potentielle ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules, ainsi que la GPA, la gestation pour autrui. Aussi, nous souhaiterions connaître votre analyse sur ces sujets. Je vais vous laisser la parole en rappelant que nos débats sont filmés et enregistrés, en vous invitant à chaque prise de parole à appuyer sur le bouton devant vous et à l'éteindre pour un bon enregistrement de nos débats. Je laisse la parole à M. Demier, Mme Planté. Monsieur Demier, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés de la mission d'information. Je vous remercie de recevoir SOS Homophobie ce matin pour discuter de la procréation médicalement assistée. Vous travaillez sur ce sujet et vous réalisez depuis des semaines un travail de débat essentiel. Et je voulais vous remercier de recevoir SOS Homophobie. Vous l'avez dit, SOS Homophobie a 25 ans d'existence. C'est une association de lutte contre les LGBT-phobies. Nous avons une ligne d'écoute nationale anonyme et gratuite. Nous conduisons des actions de prévention dans le milieu scolaire, dans les entreprises. Et enfin, nous publions chaque année un rapport annuel sur les LGBT-phobies, qui est le seul baromètre en France à mesurer l'homophobie. Ces derniers mois, vous le savez, la France connaît une succession de violences homophobes. Et l'homophobie est toujours ancrée dans notre société, malheureusement. C'est dans ce contexte que SOS Homophobie a choisi de s'engager fortement sur la question de la PMA pour notamment éviter de revivre ce que nous avons vécu en 2012-2013 lors des débats autour du mariage pour tous, à savoir une recrudescence de violences homophobes de 78%, puisque notre association a vu les signalements exploser, les signalements d'actes homophobes exploser, passant de 1977 à 3517 signalements sur nos services d'écoute. Nous nous apprêtons probablement à revivre cette vague de violence si nous ne fixons pas sur le sujet de la PMA un certain nombre de règles essentielles. Et ces règles sont très simples en réalité. Il faudra prendre garde à ne pas, d'une part, mélanger les sujets, et d'autre part, à ne pas faire des personnes LGBT des boucs émissaires de sujets beaucoup plus larges qui ne concernent pas qu'eux, mais qui concernent l'ensemble de la société. Et parmi ces sujets, tout d'abord, il ne faut pas mélanger la GPA et la PMA. La GPA, aujourd'hui, elle est interdite elle est interdite pour tout le monde, elle n'est autorisée pour personne, donc c'est pas un enjeu d'égalité. La PMA, en revanche, elle est autorisée pour les couples hétérosexuels, elle est interdite aux couples homosexuels, et il s'agit donc d'un enjeu d'égalité, et donc il s'agit d'une discrimination. Et par ailleurs, la GPA concerne à 75% les couples hétérosexuels et pas les personnes LGBT. D'autre part, il n'y a pas de marchandisation du corps s'agissant de la PMA, dans la mesure où il y a un principe, c'est le principe de gratuité du don de gamètes, et il n'est pas question de remettre en cause ce principe de gratuité. Les Français y sont très attachés, et nous ne remettrons pas en cause ce principe de gratuité. Par ailleurs, beaucoup d'hommes seraient prêts à donner des gamètes s'ils étaient mieux informés des besoins et si on leur expliquait beaucoup mieux les enjeux. Enfin, sur la question de
de l'anonymat du don, enfin de l'anonymat des donneurs et de son pendant qui est l'accès aux origines. Ce sont des sujets essentiels, ce sont des sujets qui préexistent au débat actuel, hein, qui se posaient aussi dans le cadre de la PMA, qui se posent dans le cadre de la PMA hétérosexuelle. Et par conséquent, nous ne sommes pas, en tant qu'LGBT, concernés de manière plus importante que les personnes qui ont déjà aujourd'hui accès à la PMA. Alors la PMA est un débat qui dure depuis plus de 20 ans maintenant. Des institutions de la République, hein, des institutions responsables se sont prononcées, elles ont été entendues, et aucune n'a rendu d'avis ou n'a émis de contre-indication éthique ou juridique sur l'extension de la PMA. Je pense au Conseil d'État, au CCNE, aux défenseurs des droits ou encore au Commissariat à l'égalité femmes-hommes. Dans l'Union européenne, il y a environ 10 pays qui ont ouvert la PMA à toutes les femmes, hein, parfois pour certains depuis plus de 10 ans, et aucune des limites exposées aujourd'hui par les opposants à la PMA ne se sont révélées dans la réalité et n'ont pu être vérifiées. Et 2018 est en réalité une opportunité historique pour la France que d'étendre la PMA à toutes les femmes. Et il est temps à présent d'agir. Nous avons participé au débat, nous avons été entendus par différentes instances, différentes institutions. Et aujourd'hui, SOS Homophobie ne demande pas la création d'un nouveau droit, mais nous demandons simplement l'extension d'un droit existant. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Delphine Plantive-Pochon, qui est membre des SOS Homophobie et qui est elle-même concernée par la PMA, puisqu'elle a eu recours à la PMA avec son épouse. Voilà. Madame Plantive, oui. Si vous voulez appuyer sur le bouton. Je sais que vous avez entendu beaucoup d'auditions sur ce sujet. Beaucoup ont posé la question de l'égalité, du sociétal, du naturel. Nous, on avait envie de revenir sur cette notion d'égalité, bien sûr, mais aussi sur la réalité du parcours et sur la notion de famille. Mon épouse et moi-même, on a eu la chance d'être maman d'un petit garçon qui est né suite à une IAD en Belgique. Et nous n'aurions pas pu concevoir notre enfant sans un don de gamètes. C'est aussi le cas pour de nombreux couples hétérosexuels en France. Et si nous parlons d'égalité, c'est parce que la PMA avec donneur est déjà autorisée pour des femmes hétérosexuelles, vous le savez, dont le conjoint ne peut pas avoir d'enfants. Personne n'imaginerait dire à ces femmes aujourd'hui il faut vous résoudre à ne pas avoir d'enfants ou bien changer de partenaire. Si nous parlons d'égalité, c'est aussi que nous demandons rien de plus que ces femmes. Nous demandons uniquement d'avoir le même accès. Nous ne demandons pas un droit à l'enfant, nous ne demandons pas des modalités différentes. Nous savons, comme ces couples, qu'une PMA ne donne pas le droit à l'enfant. À aucun moment, nous ne parlons de droit à l'enfant. Le PMA est un parcours difficile, semé d'embûches, d'échecs, et on sait très bien que ça ne peut pas être un caprice ou bien un droit à l'enfant quelconque. Nous, ce que nous demandons, c'est comme ces couples, d'avoir un cadre sanitaire et juridique pour ne pas avoir recours à des pratiques dangereuses pour nous et pour nos enfants. Parce que vous le savez aujourd'hui, un couple de femmes ou des femmes célibataires n'ont pas beaucoup de solutions. Si elles veulent effectivement avoir un enfant par voie médicale, elles doivent passer soit par une PMA artisanale, donc la PMA artisanale passe soit par un donneur connu, un tiers, soit par de l'achat de sperme sur Internet, sans avoir aucune garantie de l'origine du sperme, et notamment de tout ce qui peut y avoir en termes de transmission d'infections sexuellement transmissibles. Et puis ça pose aussi un problème juridique, puisqu'il peut y avoir un donneur tiers qui n'est pas cadré dans un cadre juridique. La deuxième solution, c'est effectivement les PMA à l'étranger. Cette solution, elle est difficile. Elle impose de nombreuses contraintes physiques et morales aux femmes. Déjà parce que les traitements hormonaux qui sont demandés à l'étranger sont souvent plus lourds puisqu'ils impliquent un déplacement à l'étranger. Donc on nous demande de faire des traitements plus lourds. Ensuite, on n'est pas forcément suivi en France et c'est important de pouvoir avoir un praticien qui nous suit, qui puisse nous expliquer le protocole et surtout qui puisse, en fonction de notre propre physiologie, mettre le bon dosage et le bon protocole en place. Donc trouver un gynécologue, entre guillemets, complice
et ça rappelle des tristes moments de l'histoire. C'est terrible et il y a une vraie disparité géographique. Aujourd'hui, on le sait, il est parfois difficile dans ce qu'on appelle les déserts médicaux de trouver un gynécologue déjà dans un cadre, on va dire, normal et légal. Donc pour des couples de femmes qui souhaiteraient être encadrés, c'est une difficulté supplémentaire. Il y a une dimension aussi qu'on oublie souvent dans ces voyages, c'est la dimension du travail. Les femmes, elles travaillent, et quand il faut s'absenter pendant 2 jours pour aller en Belgique ou en Espagne, c'est extrêmement compliqué tous les mois d'expliquer à son patron que on va pas être là, qu'on va disparaître du jour au lendemain. Alors en général on ment parce qu'on n'a pas forcément envie de raconter ce qui se passe dans notre intimité, et ça c'est extrêmement compliqué, ça rajoute énormément de stress et de tension dans un moment où on devrait au contraire être le plus serein possible, puisqu'on sait qu'une PMA c'est compliqué. Et puis vous le savez, elles sont coûteuses, ces PMA à l'étranger. Déjà parce que elles sont parfois faites dans des cliniques privées. Il est difficile d'avoir accès à des CHU. Et puis parce que souvent les examens sont plus nombreux. Comme on n'a pas de référents médicaux, on est très démunis. Donc si on nous dit de faire tel examen, on le fait. Et à chaque fois, on paye de façon supplémentaire. Et puis comme on est tout inégal face à notre biologie et à notre corps, il y a des femmes qui vont réussir à tomber enceinte très rapidement, puis il y a d'autres femmes qui vont mettre beaucoup plus de temps, notamment lié à tout le stress que je viens de décrire. Et vous pouvez faire 5-6 tentatives d'IAD, puis passer en FIV. À chaque fois, ce sont des pressions supplémentaires, des coûts supplémentaires. Et puis, il ne faut pas oublier qu'une PMA, ce n'est jamais un parcours facile. Que ce soit pour un couple hétérosexuel ou un couple de femmes, ou une femme célibataire, c'est extrêmement difficile déjà de par les traitements, de par l'absence de réussite, et vous entraînez toute votre famille avec ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un parcours de PMA, ce n'est pas que 2 parents qui se mettent dans ce parcours. Moi, ma mère était très inquiète de savoir que j'allais aller à l'étranger. Elle me dit, mais comment est-ce que on va pouvoir savoir ce qui va se passer ? Pourquoi tu vas dans tel pays, pas dans tel autre pays ? Donc en fait, nos familles, elles font partie aussi de ce projet. Et c'est difficile pour elles, de la même façon que pour nous, d'encaisser les échecs. Alors, il y a une dernière question, c'est comment est-ce qu'on explique à nos enfants qu'on a dû les concevoir à l'étranger ? L'histoire de l'enfant, elle est essentielle. On leur raconte, ça fait partie de leur histoire, ce voyage. Seulement, comment expliquer à un enfant que dans son pays, on n'a pas pu faire ça ? Ensuite, si on a de la chance, vient le moment de la grossesse. Là, on redevient des citoyennes à part entière. Tout va bien. Mais dès la naissance, c'est le retour à une situation très difficile, puisque la mère qui n'a pas porté n'a ni droit ni devoir. L'enfant n'est donc pas totalement protégé et peut se retrouver privé de la personne qui était pourtant à l'origine du projet parental. Il faut donc passer par une procédure d'adoption qui est longue, vous le savez, elle peut durer de 8 à 12 mois. Et surtout, elle est très difficile, elle est intrusive puisqu'elle implique de construire un dossier pour montrer le lien de la mère qui n'a pas porté à l'enfant. Et ça passe par un certain nombre de témoignages. Donc il faut qu'on demande à nos proches, aux médecins qui nous encadrent, aux pédiatres, à la nounou, de témoigner de ce lien au quotidien. Et quand vous allez voir le père de votre femme en lui disant « Écoutez, papy, il va falloir que vous disiez que votre fille, c'est une bonne mère. Il faut que vous expliquiez que votre petit-fils, même petit-fils que celui qui a été conçu par vous l'aimez de la même façon que celui qui a été conçu par le frère de ma femme », c'est extrêmement difficile, à la fois pour eux et pour nous. Encore une fois, la PMA n'est pas quelque chose qu'on fait seul. Une fois qu'on a réussi à avoir cette procédure d'adoption, qui passe aussi souvent par quelque chose de très intrusif, qui est la visite d'un policier chez vous. Nous, on a eu le cas. On est des citoyennes, j'allais dire, ordinaires, et on essaye de faire au mieux. Quand la police débarque chez vous, en général, c'est que vous avez fait quelque chose qui est mal. Nous, on a juste eu un enfant, et pourtant, on a un policier qui, en plus, a été charmant, mais le pauvre a été obligé de faire son travail, qui a ouvert les placards pour vérifier que notre fils avait bien des bodys, qu'il avait bien des jouets, qu'il y avait des objets qui lui appartenaient, de façon à prouver que oui, on s'occupait bien de notre enfant. Ça, c'est extrêmement violent à vivre en tant que couple, en tant que parent, et puis pour notre enfant. Alors qu'en plus, il existe une procédure simple pour les couples hétérosexuels qui signent donc en amont des IAD une déclaration conjointe de consentement. Donc on pourrait nous éviter toutes ces difficultés-là. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui. L'ouverture de la PMA à toutes les femmes nous permettrait de ne pas nous trouver face à ces difficultés. Alors je sais que certains d'entre vous s'inquiètent du devenir de nos enfants, notamment en l'absence d'un référent paternel. Alors, avoir 2 mamans ne veut pas dire ne pas avoir de référence masculine autour de nous. La famille,
encore une fois, ne se limite pas aux parents ou à la personne qui conçoit. Une famille, ce sont des grands-pères, des grands-mères, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des parrains, des marraines, et puis les instituteurs qu'on va suivre, tous les gens qui vont encadrer notre enfant, les pédiatres, etc. Donc, de croire que notre enfant va vivre dans un vase clos, aujourd'hui, je pense que plus personne n'oserait imaginer ça. Et puis surtout, on inscrit notre enfant dans une lignée, dans une famille. Ça, c'est ce qui est important, c'est que aujourd'hui, quand on parle de caprice ou quand on parle d'égoïsme, on a nos parents qui sont derrière nous, on a les oncles et tantes qui sont derrière nous et qui, de la même façon que nous, vivent tous ces débats, vivent toutes les choses qu'on peut entendre sur nos familles. La famille doit se voir comme une globalité. Et puis, vous le savez, et bon nombre d'institutions l'ont noté, il n'y a aujourd'hui aucune étude fiable qui corroborerait le fait qu'un enfant élevé par 2 femmes ait davantage de difficultés dans sa construction. Alors nous aussi, on se demande effectivement ce qu'il adviendra de nos enfants. Au-delà donc de cette discrimination, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'intérêt de notre enfant. On ne parle pas de désir d'enfant, on parle bien d'enfant désiré ici. Et nous, ce qui nous inquiète, c'est effectivement la longueur des débats et la violence des débats pour nos enfants. Nous ne demandons pas l'ouverture de nouveaux droits ni une nouvelle disposition légale. Nous demandons au contraire à avoir un cadre. Nous ne disons pas faisons des dérives, faisons ce que nous voulons, youpi. Non, au contraire, ce que nous demandons vraiment, c'est avoir un cadre et une égalité de droits pour accéder à des techniques existantes. Encore une fois, nous ne demandons pas l'ouverture d'un nouveau droit, et dans les mêmes conditions de sécurité, qu'elles soient médicales, sanitaires et juridiques, pour inscrire nos enfants dans une filiation qui soit légale, encadrée et protégée par l'État. Nous voulons simplement protéger nos familles. Merci. Merci beaucoup. Je vous invite à éteindre votre micro. Voilà, donc on va maintenant passer aux questions et réponses. Moi, j'aurais trois questions. La première, concernant la GPA, pour bien comprendre votre position, est-ce que votre position est d'être pour, mais en disant c'est pas le moment, pour l'instant c'est la démarche qui concerne l'AMP, l'ouverture aux couples de femmes et aux femmes seules qui compte, et la GPA on verra après, ou est-ce que c'est une opposition à la GPA en disant il y a des risques de marchandisation, etc., etc. Donc pour bien clarifier votre position sur ce premier sujet. Le deuxième, en cas d'ouverture de l'AMP aux couples de femmes, comment vous adapteriez le droit de la filiation ? Le Conseil d'État a présenté plusieurs options. Est-ce que votre association a pris position entre les différentes options qui sont présentées ? Et troisième point, on a eu le débat, c'était la semaine dernière, en disant si on appuie la filiation sur la volonté, sur le projet, est-ce qu'on doit aller vers une multiparenté ou pas ? Et ça, c'est une question. Certains disent oui, on peut aller à 3 ou 4 parents, à partir du moment où il n'y a plus d'ancrage corporel. D'autres disent non, il faut rester à 2. Est-ce que là-dessus, vous avez une position sur la multiparenté ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce sujet ? Notre association a un corpus revendicatif qui repose sur l'égalité. Donc aujourd'hui, la GPA ne repose pas sur un principe d'égalité puisqu'elle n'est pas ouverte aux couples hétérosexuels. Donc l'association SOS Homophobie n'a pas de position officielle. Nous aurons un débat en interne, comme il y aura un débat dans la société le jour où ce débat sera porté. Et nous espérons qu'il puisse arriver relativement rapidement, puisque ça peut être intéressant, justement en termes aussi de filiation, de voir ce qui se passe. Nous, ce qui nous importe, c'est en revanche qu'il y ait bien une reconnaissance des enfants nés par GPA à l'étranger, de façon à ne pas créer un vide juridique autour de ces enfants. Ça, c'est essentiel. Sur la pluriparentalité, j'ai envie de faire un petit peu la même réponse. Aujourd'hui, il existe un principe de coparentalité où effectivement ne sont inscrits en termes de filiation que les parents dits biologiques, la mère qui a porté et l'homme qui a donné son sperme dans ce principe de coparentalité. Ça peut exister aussi pour des couples hétérosexuels. Donc cette question de filiation, elle devra être posée et effectivement, il faudra repenser un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, dans le cadre du débat bioéthique, ça ne repose pas sur un principe d'égalité.
Quant aux droits de la filiation, toujours sur ce principe, il existe pour les couples hétérosexuels un principe qui est très simple, qui est donc qu'en amont d'une IAD avec donneur, les deux conjoints, qu'ils soient mariés ou non mariés, signent un consentement de non-contestation de filiation devant un notaire ou devant un juge. De la même façon, il nous paraîtrait évident que pour un couple de femmes qui ferait une IAD en France, il y ait ce même système d'une déclaration conjointe de consentement, donc de non-contestation de la filiation envers le donneur, mais également qui oblige et qui garantit aux deux conjoints une filiation sur l'enfant. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, et merci de votre exposé. Quelques brèves questions. Vous avez expliqué l'augmentation, je crois 78%, vous avez dit, des actes homophobes. Comment les expliquez-vous, après les études que vous avez conduites sur l'analyse de tous ces cas? Quelle est la part qui est une augmentation effective et dont on ne doute pas de ces actes, et la part qui est d'une augmentation des signalisations, de libération de la parole, si vous voulez. Et dans cette augmentation des actes effectifs, qui est notée et malheureusement observée par tous, quel pourcentage pensez-vous en relation avec la médiatisation des évolutions législatives, que c'était au moment du mariage pour tous, ou actuellement où on parle de la procréation? Est-ce que ceci induit un certain nombre de réactions tout à fait inopportunées? Dans un de vos documents, vous citez, vous présentez le parcours du combattant que ça représente pour l'instant pour des femmes homosexuelles désirant des enfants, et vous mettez dans les différentes possibilités de rencontrer, malheureusement parfois, un gynécologue qui tient des propos lesbophobes. Dans ce cas-là, est-ce que vous le signalez au Conseil de l'Ordre des médecins? Quelle démarche entamez-vous? Est-ce qu'il y a des poursuites judiciaires? Enfin, j'imagine que quand vous êtes informé de propos lesbophobes de la part d'un professionnel de santé, j'imagine que vous agissez. Mais comment agissez-vous? Et est-ce que ça a des conséquences pour faire corriger cette anomalie? Autre question, est-ce que vous seriez favorable à la création dans notre droit français, à côté du don de gamètes anonyme, qui est gratuit, qui est, selon la tradition, d'un possible de don fléché? Fléché, je veux dire, toujours gratuit, mais c'est une personne que vous connaissez de l'entourage du couple de femmes qui se propose comme donneur de gamètes et je dirais dans la recherche d'une diminution de la pénurie ou de la diminution de l'attente avant de pouvoir avoir satisfaction. Si vous connaissez dans votre entourage un homme susceptible d'être donneur, mais qu'il est d'autant plus quand c'est un don fléché plutôt qu'un don anonyme. Autre sujet, bien sûr, tous ici, et vous-même évidemment, nous préoccupons d'abord des droits des enfants. Et j'entends bien et je trouve tout à fait légitime votre demande de reconnaissance des deux mères avec une filiation double, ce qui amène à modifier les différents aspects juridiques et d'éviter ce système d'adoption qui est très humiliante, et vous l'avez très bien décrit. Moi, j'en ai entendu plusieurs rapports tout aussi désagréables, et donc cette modification du droit, est-ce que vous pouvez nous la décrire encore plus précisément pour qu'il y ait une double filiation qui soit automatique et qui ne demande pas à l'une des mères de devoir entamer un parcours aléatoire et qui risque de pénaliser si pendant ce délai-là un accident survient? Décès, séparation, que sais-je, enfin, en tout cas, qui pénalise l'enfant. Et notre objectif de protéger l'enfant, c'est bien qu'il n'y ait pas ces aléas-là. En même temps, puisqu'on parle des enfants, que pensez-vous de la filiation qui doit être établie pour les enfants nés de GPA à l'étranger, qui, les familles reviennent donc en France, mais qui, pour l'instant, sont soumises à des tracasseries, enfin des familles soumises à des tracasseries, puisque certaines durent depuis 18 ans,
et que, en définitive, ça pénalise tout le monde, les familles, les enfants, qui, eux, n'ont pas choisi leur mode de procréation, et puis même notre pays, puisque c'est un peu humiliant de voir la France répétitivement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Et enfin, une question sur les études prospectives. Les études prospectives qui manquent en France. Malheureusement, la plupart des études sur le devenir, le développement des enfants sont effectuées essentiellement dans les pays anglo-saxons. Elles sont de grande qualité. Ici même, Suzanne Golombok nous a très bien résumé ces multiples travaux scientifiques bien conduits et rassurent sur l'évolution des enfants. Mais il serait quand même opportun qu'on puisse, en France même, conduire des études de même nature. Donc, est-ce que vous envisagez de soutenir toute proposition dans les sciences humaines de ceux qui, de façon prospective, pour tous les enfants à naître, commenceraient à les suivre occasionnellement, toutes les quelques années, pour comparer l'évolution intellectuelle, affective des enfants et rassurer ceux qui n'ont pas encore été convaincus par les études de Suzanne Golombok. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Demier. Oui, merci monsieur le rapporteur. Alors, sur les premières questions liées à l'augmentation de l'homophobie lors des débats autour de grandes réformes de société, comme on a pu la connaître lors du mariage pour tous, oui, en effet, à chaque mois, on constate dans la courbe de l'homophobie que nous traçons depuis une vingtaine d'années, qu'à chaque fois qu'il y a une grande réforme de société, comme le Pacs, le mariage pour tous, on assiste à une augmentation des signalements d'actes homophobes. Cette augmentation, elle est en réalité difficilement explicable, mais nous, on émet deux hypothèses. C'est d'une part que le fait de mettre dans le débat public des sujets qui concernent les LGBT, en effet, ça incite toujours les victimes à parler des violences dont elles peuvent être victimes. Donc oui, il y a une libération de la parole des victimes et il y a une augmentation des signalements. Mais il y a aussi une deuxième explication qui est liée au risque aux slogans qui sont parfois stigmatisants contre les familles homoparentales de la part d'opposants, par exemple au mariage ou d'opposants à la PMA. Et si vous voulez, ces slogans-là qui stigmatisent peuvent inciter les gens en effet à libérer la parole, mais une parole de haine cette fois-ci. Et donc oui, à chaque fois qu'on a des grandes réformes de société, il y a une augmentation de la parole publique homophobe, de la part d'organisations, de la part d'institutionnels aussi. Et donc en fait, nous, ce qu'on demande vraiment, c'est de légiférer sur la PMA le plus rapidement possible pour justement éviter cette montée de violences homophobes dans le débat public, mais aussi dans le pays. Sur la question des gynécologues, peut-être, Delphine. Effectivement, on reçoit donc des témoignages de femmes qui témoignent essentiellement de la méconnaissance des gynécologues. Et c'est ce qui est compliqué entre la méconnaissance et la lesbophobie. En fait, c'est une forme de lesbophobie quand un médecin vous dit, un gynécologue vous dit vous n'avez pas de rapport avec des hommes, donc vous n'avez aucun risque. Je peux avoir des polypes, je peux avoir un cancer, je peux avoir un papillon, etc. Si. Mais donc, ce qui est compliqué, c'est que pour ces femmes-là, elles nous remontent ces témoignages à nous, mais elles ne portent pas plainte, dans le sens où on a très peu de cas de violence volontaire, parce que les médecins, et heureusement, font attention quand même à ce qu'ils disent. C'est essentiellement de la méconnaissance. Et c'est aussi quand un médecin vous dit, et moi c'est mon cas, mon gynécologue m'avait dit je ne souhaite pas vous suivre dans votre parcours de PMA. C'est son droit. Donc je peux rien dire, je veux pas aller voir. Voilà, c'est son droit. Donc j'ai cherché ensuite un gynécologue qui était d'accord. Ce qui serait essentiel, c'est de pouvoir former en fait les médecins à ce qu'est la lesbophobie et à ce qu'est la santé des lesbiennes, parce qu'il y a des particularités. Et dans un parcours de PMA pour une femme lesbienne qui, par exemple, n'a jamais pris la pilule, il faut le prendre en compte dans le traitement des hormones également. Donc il y a des particularités qu'aujourd'hui les gynécologues méconnaissent. Sur
sur le don, sur le don fléché, avec un donneur tiers. C'est effectivement une question qui peut se poser. J'entends la crainte d'une pénurie, et notamment pour les couples hétérosexuels, de se dire on va attendre encore plus longtemps qu'avant. Ce n'est pas une fatalité. La pénurie de sperme n'est pas une fatalité. C'est une situation qui existe depuis déjà une quinzaine d'années en France. C'est aussi une volonté des pouvoirs publics de informer et de dire aux hommes et aux femmes, vous pouvez donner et aider des couples à avoir un enfant. Comme ça s'est fait dans le don du sang, on peut encourager avec des vraies politiques publiques. Aujourd'hui, l'information pour le don est orientée dans les sécos et faite par les médecins. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui sont déjà concernés, à qui on rappelle qu'ils peuvent effectivement donner, ou qui peuvent dire à leur entourage qu'ils peuvent donner. Donc en fait, c'est très limité. Il faudrait vraiment avoir une politique globale faite par le ministère de la Santé, avec des communicants qui travaillent de façon à pouvoir avoir un maximum de donneurs, que ce soit des femmes et des hommes. Sachant aussi que l'ouverture à toutes les femmes pourrait donner envie à des femmes qui reçoivent du sperme de donner en échange aussi des ovocytes. Ça, donc, c'est une question de volonté publique. On sera ravis de pouvoir aider si on le peut. Hélas, on n'est pas des communicants. On aimerait bien, mais voilà, on pourra éventuellement vous accompagner. Sur la double filiation, effectivement, dans un principe d'égalité et surtout de clarté, il nous paraît être essentiel de pouvoir conserver ce qui se fait aujourd'hui pour les couples hétérosexuels et de l'appliquer aux couples homosexuels. Ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire une déclaration conjointe de consentement de non-contestation de filiation en amont de l'IAD, qui suppose du coup à la naissance d'aller en mairie et de déclarer les deux parents sur l'acte de naissance. Le Conseil d'État propose différentes solutions, et notamment d'avoir en émargement sur l'acte de naissance, d'avoir la mention IAD. Nous estimons que les enfants doivent tous avoir la même chance et qu'ils n'ont pas à porter ça toute leur vie. Leur mode de conception, c'est effectivement, ça fait partie de leur histoire, mais ça ne regarde personne d'autre qu'eux-mêmes. Donc on trouve que c'est une proposition qui est assez étonnante. Alors qu'il existe effectivement déjà un principe qui est très simple, qui est celui d'appliquer la même chose que ce qui se fait aujourd'hui pour les couples hétérosexuels. Pour la question de la filiation, la reconnaissance des GPA faites à l'étranger, effectivement, ça pénalise les enfants qui, encore une fois, n'ont pas choisi leur mode de conception, de ne pas pouvoir être protégés par leurs deux parents et de ne pas pouvoir être reconnus en France. Donc, nous, encore une fois, nous sommes pour une reconnaissance des enfants nés par GPA à l'étranger, que ce soit pour des couples homosexuels, mais aussi pour des couples hétérosexuels, puisque c'est, encore une fois, la majorité des enfants nés par GPA à l'étranger sont dans le cadre de familles hétérosexuelles. Vous avez posé une question ensuite sur les études prospectives qui manquent en France. Effectivement, aujourd'hui, il y a peu d'études. Elles sont faites à l'étranger. Après, la question se pose sur quelle représentativité auront ces études si on étudie que les couples, que les enfants issus de familles homoparentales ou de femmes célibataires. Ça n'aurait de sens que si nous faisons une étude globale sur tous les enfants nés par PMA en France, que ce soit pour des couples hétérosexuels, pour des couples de femmes ou des femmes célibataires, de façon à avoir une échelle représentative et non pas une étude biaisée sur uniquement le cas des enfants nés dans des couples homosexuels. Aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est que l'équilibre psychologique de nos enfants, il dépend avant tout de l'équilibre psychologique des parents. Donc, ces études, elles sont peut-être importantes pour rassurer une partie de la population qui se pose des questions, et peut-être que ces questions, elles sont légitimes. Après, nous, on a aussi envie de vous inviter à venir voir nos familles. C'est-à-dire que plus nos familles seront visibles, moins on craignera de la part des institutions de se faire discriminer ou de la part de la société. Plus nos familles seront visibles et plus vous pourrez vous rendre compte que nos familles, au final, ce sont les mêmes familles que les familles hétérosexuelles. Il n'y a aucune différence aujourd'hui entre mon quotidien que je
vis donc avec ma femme et mon enfant, et le quotidien que j'aurais si j'avais un mari à mes côtés. Le dimanche, je me retrouve avec mes beaux-parents à table, comme comme beaucoup de familles en France. Donc je veux bien qu'on étudie ma famille, mais j'ai peur que ça n'ait pas un grand intérêt. Et en tout cas, ça n'a pas d'intérêt si ce n'est pas dans le cadre plus large d'une étude sur vraiment tous les enfants qui seraient conçus par PMA en France. Merci. Donc maintenant les questions de nos collègues. Trois intervenants, Laurence Vansenbruck-Mialon, Blandine Brocard, Guillaume Schiss. Laurence Vansenbruck-Mialon. Votre micro, s'il vous plaît, Madame Planty. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc déjà, merci à vous d'être venu jusqu'à nous pour nous parler des discriminations et de la PMA que subissent, en tout cas pour les discriminations des populations LGBT. Alors ça rejoint un petit peu la question qu'a posée justement notre rapporteur sur la recrudescence importante du nombre de faits délictuels, ou plus graves même, que subit la population LGBT en France. Et dans la mesure où vous êtes finalement un observateur privilégié justement depuis 1994 de l'évolution de la société vis-à-vis de cette fameuse population LGBT. Donc vous avez effectivement identifié qu'à chaque discussion législative concernant l'avancée des droits, il y avait effectivement de recrudescence de violence. Moi, j'aimerais maintenant que vous identifiez clairement, finalement, les auteurs de cette haine organisée, que vous mettiez des noms, si vous en avez, bien sûr, sur ce qui crée finalement dans l'espace public de faux débats et de faux problèmes. Je vous remercie. Merci. Blandine Brocard. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Merci particulièrement à vous, Madame, d'avoir raconté tout simplement, je vais dire, même si justement ce n'est pas ça votre parcours, et ce surtout sans pathos. Donc vraiment, j'y suis très sensible, je vous remercie. Je vais aussi, comme mes collègues, parler tout d'abord des violences homophobes qui effectivement sont en pleine recrudescence. Alors moi, la question que je me pose, c'est justement, et avoir à discuter avec un certain nombre de personnes qui subissent ces violences homophobes, est-ce qu'elles ne sont pas dues justement à la société qui se braque par rapport à tous ces sujets? Et la question qu'on a été amené à se poser en discutant, c'est est-ce qu'on ne devrait pas d'abord, avant tout, mettre un terme, vraiment lutter contre toute cette homophobie qui est évidemment insupportable et qui est surtout inconcevable, avant d'aller plus avant dans d'autres droits, effectivement, que vous revendiquez. C'est-à-dire que les droits auxquels vous avez droit, et justement, qu'ils ne devraient pas poser de questions et qui posent encore des questions. Voilà, moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'on ne prend pas, entre guillemets, le problème, j'allais dire, dans le mauvais sens. J'espère que je suis claire et pas blessante, c'est toujours le problème. La seconde question, c'est tout à l'heure, monsieur, vous avez évoqué le fait qu'il n'est pas question pour la PMA de marchandisation du corps humain, contrairement à la GPA. Alors, tout à fait, si on le prend comme ça, en revanche, il y a quand même le risque d'une marchandisation de gamètes. On le voit, par exemple, avec le Danemark, où il y a un certain nombre de banques de sperme, où la PMA est autorisée, où on a beaucoup de Françaises qui vont au Danemark, effectivement, pour se faire inséminer, que très rapidement, il y a une marchandisation des gamètes. On choisit sur catalogue ceux qui peuvent mettre plus d'argent pour avoir des donneurs plus sélectionnés et mieux. Pardon pour tous ces termes, c'est vraiment compliqué. Justement, on va vers une sorte de marchandisation. Ma troisième réflexion, concerne le référent paternel que vous avez évoqué, madame. Alors, je partage pas forcément, effectivement, ce que vous dites, que vous avez beaucoup insisté sur la famille. C'est très joli, évidemment, personne ne remet en cause l'amour que vous portez à vos enfants. Vous avez beaucoup dit qu'il fallait protéger les enfants, et là, on est tous évidemment d'accord. Que les référents masculins se trouvent en dehors du père et de la mère, peuvent se trouver en dehors du père et de la mère, je suis aussi complètement d'accord avec vous. Il n'empêche, pour moi, je vous avoue bien humblement, que j'ai encore un peu de mal voilà, je suis encore dans la représentation de la famille dite traditionnelle où il y a un papa, où il y a une maman. Et pour moi, c'est vrai que institutionnaliser un autre modèle, alors je pèse mes mots,
Pardon. Voilà, j'ai encore un petit peu de mal. Et surtout aussi par rapport à ce que, et là vous allez peut-être pouvoir m'en dire plus puisque vous l'avez vécu, ce que peuvent vivre les enfants. On sait que les enfants sont très durs dans les cours de récréation, par exemple. Donc, bah toi, t'as pas de papa, t'as deux mamans. Enfin, comment ça se passe justement pour nos enfants. Vous avez beaucoup insisté sur la famille, donc d'une manière très jolie. Mais justement, qu'en est-il des femmes seules où là, justement, on sait combien c'est compliqué à l'arrivée d'un enfant d'être seul, qu'on a toujours, que voilà, c'est quand même, on a besoin de quelqu'un pour nous épauler, que ce soit un homme ou une femme. Donc voilà, que ces femmes seules qui souhaitent avoir un enfant et avoir accès à la PMA, qu'en est-il? Je vous remercie beaucoup. Merci. Guillaume Chiche. Oui, merci, Président. Président Demier, Madame Plantif, tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette audition, mais j'ai envie de dire surtout pour ce que SOS Homophobie fait au quotidien dans la défense des libertés et des droits LGBT. Moi, je suis élu d'un département rural des Deux-Sèvres et je sais à quel point c'est important que des acteurs associatifs comme vous, pour la défense de liberté de certaines populations, pour la défense de leurs droits, puissent agir parce que on peut être confronté dans certains territoires plus que d'autres face à des difficultés pour lesquelles il faut pouvoir être accompagné. Donc vraiment, un grand merci pour votre déploiement sur le territoire et pour votre activité. Quand on embrasse un sujet tel que les sujets de bioéthique, de manière plus triviale, le sujet de la filiation, de la procréation, j'ai la conviction qu'on porte une responsabilité en tant que membre de la représentation nationale. Responsabilité qui est celle de causer le moins de victimes possible, inhérente au débat qu'on a introduit. Vous l'avez très bien rappelé lors des débats sur le mariage pour tous. Il y a eu une augmentation des actes et une recrudescence de la parole homophobe. Nous pouvons constater sur l'année 2017-2018 qu'il y a le même mécanisme. Et donc, je m'interroge tout le temps sur la manière dont nous pourrions agir, mener ces débats, sans créer de victimes, j'allais dire, collatérales, ou plutôt directes ou indirectes. Vous avez commencé à apporter des éléments de réponse que je partage, la nécessité d'avoir un débat ramassé, de ne pas l'inscrire dans un temps trop long. J'ai eu plaisir de me rendre au rassemblement que vous aviez organisé contre les violences faites sur les personnes LGBT dimanche dernier. Et dans les messages d'interpellation, il y avait un message très fort à l'adresse de l'État ou du gouvernement dans la nécessité qu'il y avait à agir, à mettre de véritables politiques en place et notamment à agir sur des processus et la mise en place de process de formation sur ce qu'était que les LGBT-phobies. Si vous pouviez le développer ou nous en dire deux mots, ce serait vraiment parfait. Je note que dans les différentes difficultés qui se posent à nous quand on introduit ce genre de débat, il y a même dans la conduite de travaux institutionnels des écueils et des manques. Je voulais dire deux mots des états généraux de la bioéthique menés par le CCNE, où l'on sait, parce que c'est le président du CCNE, M. Delfrécy, qui l'a déploré, qu'il y a eu une surmobilisation militante de certains acteurs, en l'occurrence de la Manif pour tous. Et je crois savoir que ça a pu provoquer la désertion d'acteurs associatifs ou d'une partie de la population de ces ateliers, et donc ça vient biaiser en quelque sorte ces travaux. Donc j'aimerais savoir si d'après vous ça a bien été le cas et si c'est quelque chose que nous pouvons éviter. Un dernier mot sur la PMA. Vous le savez peut-être, je suis pleinement engagé en faveur de l'extension de la PMA à toutes les femmes. Il s'agit tout simplement pour moi de la suppression d'une discrimination dans l'accès à une pratique médicale qui se fonde sur l'orientation sexuelle d'une part pour les couples lesbiens et sur le statut matrimonial pour les femmes célibataires d'autre part. Et je crois que dans notre République, ce que l'on accorde à certains doit être accordé à d'autres, et au nom du principe de non-discrimination, il faut pouvoir l'ouvrir à l'ensemble des femmes. Je rebondirai sur la remarque du rapporteur Touraine qui citait les travaux de Madame Columbach, professeure à l'université de Cambridge.
qui met en évidence le fait que les enfants qui grandissent dans des familles homoparentales ou monoparentales ne souffrent d'aucun écueil dans leur construction, dans leur développement, dans leur émancipation. Donc certes, en France, nous sommes à la peine sur ces travaux de recherche. Nous allons les chercher à l'étranger. Ils n'en sont pas moins scientifiques. Et ils mettent en évidence le fait que la construction des enfants se fait parfaitement. J'aurais une dernière question. S'agissant de l'ouverture de la PMA à toutes, un sujet que nous abordons assez rarement dans nos travaux, c'est la question des hommes transgenres et de l'ouverture de la PMA à ces personnes-là. Personnellement, j'y suis pleinement favorable, selon la même dynamique qui est celle de dire on ne discrimine pas dans l'accès à une pratique médicale ouverte à certaines ou à certains Françaises et Français. Et donc, j'y suis pleinement favorable, mais j'aurais aimé vous entendre sur ce sujet. Je vous remercie. Merci pour ces trois... oui, voilà. Bon, merci beaucoup. Trois intervenants, Monsieur Demier. Je vais commencer, puis Delphine, tu continueras. Sur Madame la députée Van Sönbroek-Mialon, sur la question des auteurs, de celles et ceux qui sont à l'origine de propos homophobes dans le débat public. Nous, on respecte le débat, c'est-à-dire qu'on peut être opposé à la PMA et c'est tout à fait légitime. Il n'y a aucun problème. Mais nous, ce que nous pointons en réalité, c'est le risque de montée de haine homophobe dans la parole publique autour de ces débats. Et nous ne souhaitons pas revivre ce qu'on a vécu en 2012-2013, à savoir une déferlante de haine contre les familles homoparentales ou contre les personnes LGBT. Mais si vous voulez, cette homophobie, elle n'est pas liée au fait d'être homosexuel ou d'être dans une famille homoparentale. Elle est liée à l'homophobie. Enfin, si vous voulez, c'est l'homophobie le problème. C'est pas l'homosexualité, c'est pas l'homoparentalité. Donc en fait, vous avez raison, il faut conduire beaucoup plus d'actions de prévention de l'homophobie dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans le milieu des entreprises aussi, dans tous les domaines. Justement pour prévenir cette homophobie, parce que cette homophobie aujourd'hui, elle continue à briser des vies, elle continue à bien évidemment causer du mal-être chez les personnes LGBT. Pensons aux familles homoparentales, aux adolescents de ces familles, aux enfants dans ces familles. Donc en fait, le problème, encore une fois, ça n'est pas l'homoparentalité. C'est pas l'homoparentalité. Elle est reconnue par la République depuis 2013, l'homoparentalité. Elle existe depuis bien longtemps, depuis des décennies. En réalité, elle a toujours existé. Elle est reconnue par la République depuis 2013. Aujourd'hui, il s'agit simplement que l'homoparentalité soit encore plus sécurisée, et en tout cas, pas encore plus, mais sécurisée de manière égale à l'hétéroparentalité. On ne demande pas plus de droits ou plus de choses, plus de protection. On demande une égalité de protection entre toutes les familles. Donc c'est ça le vrai sujet. Sur la marchandisation des gamètes, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation hypocrite où celles et ceux qui peuvent aller faire des PMA à l'étranger, peuvent payer des PMA à l'étranger, le font. En France, on a la chance d'avoir le principe de gratuité du don de gamètes. Ce principe-là, il permet de respecter, de ne pas remettre en cause justement le principe de non-marchandisation du corps. Donc ce principe de gratuité qui est inscrit dans notre droit permet de préserver, de nous préserver de tout risque de marchandisation du corps. Donc ce que vous dites, Madame la députée, c'est que vous risquez qu'il y ait un risque de marchandisation, mais c'est tout le contraire, puisqu'en France, on a un principe justement qui est inscrit dans notre droit, dans la loi de bioéthique de 1994, et qui est un principe de gratuité. Donc en fait, je pense que quand vous essayez de mêler le principe de marchandisation, d'agiter ce chiffon rouge, vous essayez de, en quelque sorte, d'amalgamer les débats, d'amalgamer les sujets. Et la PMA, si vous voulez, telle qu'elle est, l'extension de la PMA, elle est fondée sur les mêmes règles qui existent aujourd'hui. Et les règles qui existent aujourd'hui, ce sont des règles qui sont pleinement respectueuses, comme l'a dit le Conseil d'État, du modèle français de bioéthique. Et d'ailleurs, le Conseil d'État est énormément, je crois qu'il y a eu 6 ou 7 avis d'institutions de la République qui traitent de questions médico-éthiques et qui ont dit qu'il n'y avait aucune contre-indication juridique ou éthique sur la PMA et sur l'extension de la PMA. Donc tous les autres sujets que vous évoquiez, ce sont des sujets qui ne sont pas, que je respecte, mais qui ne sont pas rationnels. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment
un débat rationnel, apaisé, et sur ce plan-là, on partage la position de la majorité actuelle, qui souhaite un débat rationnel et apaisé, parce que si on sort de ce débat rationnel avec des arguments rationnels sur la PMA, alors oui, il y a un vrai risque de montée de la haine homophobe. C'est ça. Sur la question de la... Delphine, peut-être sur la question du référent paternel. Juste sur les violences homophobes, votre proposition de d'abord lutter contre les LGBT-phobies avant de parler de filiation ou de PMA et d'égalité, en fait, on ne peut pas dissocier. On a besoin de loi parce que l'homophobie ne sera battue que parce que aussi l'État sera derrière nous et dira vos familles, ce sont les mêmes familles. Vous n'avez aucune différence entre vos familles et vous pouvez aujourd'hui en France accéder de la même façon aux techniques qui existent déjà, que vous soyez une femme en couple avec un homme ou une femme en couple avec une femme. Et si on commence à se dire attendons que les LGBT-phobies disparaissent, alors vous parliez de ma jolie formulation sur la famille, je souhaite qu'on arrive à effacer toutes les LGBT-phobies de France. On sait que c'est un travail qui sera long, qu'il faut qu'on ait votre soutien, il faut que les pouvoirs publics nous aident, qui forment les médecins, qui forment les instituteurs, qui forment dans les entreprises aussi à toutes ces questions-là, de façon à ce que on serait ravis de pouvoir faire ça. Mais on a besoin d'abord de lois pour nous protéger, pour protéger nos enfants et pour surtout montrer à tout le monde que nos familles sont les mêmes. Sur la question du référent paternel, c'est effectivement une question qu'on entend. En tant que parents ou futurs parents, c'est une question qu'on se pose. Quand on commence à comprendre qu'on est homosexuel, c'est aussi une question qu'on se pose. Est-ce que je vais avoir des enfants ? C'est une question qu'on pose aussi, que nous posent nos propres parents. Oui, mais alors si tu es homosexuel, j'aurai peut-être pas de petits-enfants. Voilà, donc, c'est une question ne croyez pas qu'on élude cette question. La question n'est pas du tout de retirer c'est cette question du débat. Aujourd'hui, on le voit avec l'adoption pour des femmes célibataires ou des hommes célibataires est ouverte depuis 50 ans. À aucun moment, on est revenu sur le fait qu'une femme seule ou un homme seul ne pourrait pas être un bon parent et ne pourrait pas donc prendre en charge un enfant. De la même façon, depuis ces 50 ans ou 60 ans que la loi existe sur cette adoption, jamais on ne s'est dit oui, mais une femme qui adopterait seule n'aurait pas de référent paternel à ses côtés. Donc qu'aujourd'hui, cette question, elle revienne uniquement sur nous et nos familles, c'est vrai que ça fait partie aussi de ce qu'on disait du climat ambiant qui vise à stigmatiser nos familles en disant, regardez, elles sont différentes. Depuis 50 ans, des gens adoptent sans avoir des femmes adoptent sans avoir de référent paternel, et à l'inverse, des hommes adoptent sans avoir de référent maternel. Et la société ne s'est pas effondrée pour autant. Ces enfants, ils ne sont pas... on n'en parle pas, il n'y a pas une évidence comme quoi ces enfants auraient des difficultés psychiques différentes. Donc c'est vrai que j'entends votre attachement à la famille traditionnelle, mais on le voit, la famille traditionnelle, elle existe. J'ai eu un papa et une maman. Ma femme a eu un papa et une maman. Nous allons avoir une famille qui ne sera peut-être pas dans ce schéma-là, mais qui sera une famille tout aussi respectable, avec les mêmes inquiétudes pour nos enfants et les mêmes souhaits pour nos enfants. C'est-à-dire que nous allons éduquer notre enfant, lui inculquer des valeurs, le mettre dans une lignée, et puis surtout veiller à ce qu'il soit le mieux possible. Après, en fonction de nos histoires familiales, et on le voit, mais pareil pour toutes les familles, il y a des histoires de famille. Mais en tout cas, voilà, ces modèles, comme les familles recomposées, comme les divorces il y a quelques années, le modèle de famille traditionnelle doit pouvoir s'accompagner de familles diverses et de différentes formes de familles autour. Quant à la question sur les hommes transgenres, merci de poser cette question. C'est une question qui est compliquée parce que chaque cas est différent. Dans un cas de transition,
l'équipe médicale, pour chaque individu qui est en transition, va mettre un protocole en place qui est différent, avec parfois des opérations, parfois des traitements hormonaux. Et donc, l'encadrement des personnes transgenres dans le cadre d'une PMA sera fait au cas par cas. Donc c'est ce qui est important de préciser. Quant à la représentation nationale sur est-ce que les lois de bioéthique ont été ou pas noyautées par peut-être des personnes qui étaient contre un certain nombre d'ouvertures. C'est pas à nous d'y répondre à cette question. Ce serait au modérateur du comité d'éthique. C'est vrai que nous, on a pu constater en allant sur ce site que déjà il était très difficile d'y répondre. Parce que quand on vous demande êtes-vous favorable à non, des femmes font les voyages vers l'étranger, êtes-vous favorable ou non? Bah oui, il y a des femmes qui font. Donc c'était difficile d'y répondre. Et quand on voyait les commentaires qui étaient faits, quand on associait femmes qui partent à l'étranger et terroristes, je l'ai lu. C'est vrai que vous n'avez plus envie de répondre. Après, ça, c'est ma réponse personnelle. Je ne peux pas répondre pour tous les Français. Et il y a un modérateur qui pourra répondre à cette question. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces débats aient eu lieu, que les débats vont avoir lieu aussi dans l'hémicycle. S'il vous plaît, faites attention. Vous l'avez rappelé, il est parfois difficile d'utiliser les bons termes. Pendant la loi les débats sur la loi mariage, on a pu entendre des mots comme zoophilie, on a pu entendre des choses comme anormaux. Attention. Voilà, nous serons vigilants à ça parce que c'est ce que disent les élus de la République qui seront après dans la cour d'école. Vous parliez de nos enfants dans la cour d'école. Quand un député se permet de dire des choses sur nos familles de façon extrêmement virulente, après, effectivement, les enfants dans l'école se disent « Bah oui, mais moi, je peux dire la même chose que ce monsieur qui a été élu, qui a fait des études, qui est représentant d'un certain nombre de gens. Bah moi, je peux le faire aussi. » Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de votre aide. On a besoin d'être sûr que ce débat il sera apaisé pour aussi pouvoir protéger nos enfants et pour se protéger nous-mêmes. Et encore une fois, même si c'est naïf, protéger nos proches. Parce que les parents, les grands-parents, ils s'en prennent plein la figure aussi. Voilà, merci. En tout cas, vous voyez qu'on a eu une audition apaisée. Je souhaite qu'elle continue dans la matinée. Première suspension de séance.